Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un lieutenant dans le 501e régiment de la 100e division aéroportée lors de l'opération Market Garden. Avant toute chose, je souhaite remercier Rigger Shop & Co et Parabellum Shop pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver les liens de ces deux boutiques dans la description. L'ensemble M43 provient de chez Rigger Shop. Je ne peux que vous les recommander, surtout si vous aimez le para. Cette vidéo m'a demandé plusieurs mois de recherche, mais malgré tout, elle n'est pas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés, comme le magazine Militaria où j'ai une rubrique mensuelle, ou même de faire vos propres recherches sur internet. Vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cet uniforme sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. C'est le 15 novembre 1942, à Camp Toccoa, que le 501e régiment d'infanterie de parachutistes est activé. Le tout premier commandant de ce nouveau régiment fut le colonel Howard R. Johnson, qui a choisi ses officiers dans le premier bataillon d'infanterie parachutiste, embryon des troupes aéroportées, lui-même issu du Parachute Test Platoon, constitué le 26 juin 1940 à partir de volontaires de la 29e division d'infanterie. Surnommé Skits par ses pairs, il était dans le même esprit que la plupart des autres cadres chez les paras. Pour commander une unité de parachutistes, il n'est pas nécessaire d'être cinglé, mais ça aide. Le commandant Johnson était un grand adepte de la forme physique parfaite, et il dirigeait donc personnellement les exercices physiques tels que la gymnastique ou la course à pied. Il établit un record pour l'ascension du mont Koraï, qui domine le camp Toccoa, et met au défi toute la division de faire mieux. Le régiment est déplacé à Fort Benning, en Géorgie, pour suivre l'entraînement spécifique pour les parachutistes, pour les membres qui n'avaient pas pu avoir leurs ailes auparavant, et ceci jusqu'en mars 1943. Puis il est affecté à Camp McCall, en Caroline du Nord, pour continuer l'entraînement et faire des manœuvres grandeur nature, avec saut de jour ou de nuit, orientation et confrontation avec d'autres régiments. Il s'entraîne en Caroline du Nord, en Louisiane et dans le Tennessee. Ces entraînements se poursuivent jusqu'en janvier 1944, puis le 501 se rend au camp Miles Standish, dans le Massachusetts, avant d'être envoyé en Angleterre. C'est une fois en Europe que le régiment devient un élément permanent au sein de la 100e division aéroportée. L'entraînement reprend en Angleterre et s'intensifie avec comme cible un assaut aéroporté sur la France, bien que les soldats ne le sachent pas encore. À l'approche du jour J, seuls les cadres et quelques membres de l'état-major étaient informés du rôle qu'allait jouer le régiment dans l'opération Overlord. À quelques jours de l'échéance, chaque homme apprend enfin sa mission et les autorisations de sortie sont annulées pour garder une discrétion maximale. Les hommes devaient mémoriser les cartes de mémoire pour éviter d'avoir sur eux des informations compromettantes en cas de capture. Cette préparation s'avéra vitale pour la réussite des opérations. Le 501e régiment, sauf le 3e bataillon, décolla de l'aéroport de Murrayfield à 22h45 le 5 juin 1944. Le 3e bataillon, quant à lui, partit au même moment de Welford. Les drop zones du régiment étaient situées au nord de 40 ans. Le 1er et 2e bataillon devaient s'emparer des écluses du canal de la Barquette et détruire les ponts sur la Douve. Et le 3e bataillon devait rester en réserve, à disposition de la division et de son état-major. Une fois les avions arrivés sur la presqu'île du Cotentin, ce fut le cafouillage total. Mauvaise visibilité à cause des nuages bas et des tirs de DCA très nourris ont fait que les paras ont été largués totalement au hasard. Cependant, les missions ont été menées à bien et même le 3e bataillon, initialement en réserve, a pu avoir son action d'éclat, avec la capture d'un point clé à Utah Beach, à Poupeville. Avec ces hommes du 3e bataillon, on retrouvait le général Maxwell Taylor, commandant de la 100e division aéroportée, qui dira plus tard « Jamais un si petit nombre n'a été dirigé par un si grand nombre ». Les combats ont continué pour soutenir les débarquements à Utah et Omaha, causant la perte de 898 hommes tués, blessés, disparus ou capturés. À la mi-juillet, le 501 retourne en Angleterre et retrouve peu à peu son nombre initial grâce à des remplacements et une nouvelle série d'entraînements intensifs. Le régiment reçoit une citation présidentielle pour son action en Normandie aux environs de cette date et un nouvel assaut aéroporté se profile bientôt pour le régiment. En septembre 1944, le régiment sautera avec la 100e aéroportée au-dessus des Pays-Bas encore occupés. Nom de code pour l'opération Market Garden, le 17 septembre 1944, qui permet le parachutage de plusieurs divisions aéroportées, doublé par une poussée de la 2e armée britannique au sol. Les troupes aéroportées devaient s'emparer des ponts clés pour que la 2e armée puisse progresser rapidement et en profondeur sur une distance de plus de 160 km. La 100e aéroportée se chargera des ponts les plus au sud à Eindhoven, Son et Sint-Odenrode, et le 501 se chargera des ponts à Wegel. Le largage se déroulant 2 jours, il fut sans accroc. Le 1er bataillon est cependant largué à environ
d'environ 8 km à l'est de la drop zone prévue, mais sans gravité pour la suite, car les 4 ponts de Weigel sont capturés intacts. Mais la partie la plus difficile de la mission commence, maintenir ouverte la route empruntée par la 2e armée britannique pour atteindre la 1re division aéroportée britannique qui lutte à l'extrémité nord du corridor formé par les divisions aéroportées. Cependant, les Allemands contre-attaquent et le 501e, avec le reste de la division, doit quitter les zones à protéger initialement pour prendre position entre le Waal et le Rhin. La division et le régiment devaient être évacués rapidement après le passage de la 2e armée, mais ils furent finalement au corps à corps et connurent des combats acharnés. S'en suivent des combats de patrouille et de harcèlement, principalement menés par l'artillerie et les mortiers. Le colonel Johnson fut d'ailleurs mortellement blessé le 6 octobre 44 à la suite d'un tir de mortier alors qu'il inspectait les positions de la compagnie D le long de la grande digue à Driel, près d'Etteren. Le lieutenant-colonel Julian Ewell, qui commandait initialement le 3e bataillon, prend le relais du commandement du régiment et passe colonel. La division retourne finalement à Mourmelon, en France, après 72 jours de combat en Hollande. De nombreux hommes profitent de cette pause pour partir en permission. Le plus haut gradé était donc, à cette période, le général Macauliffe, le temps de ce repos bien mérité. De nombreux équipements manquent depuis les combats aux Pays-Bas, les remplaçants aussi. C'est donc dans ce contexte compliqué que la division reçoit l'ordre de se déplacer vers Bastogne, en camion, pour affronter la redoutable contre-offensive des Ardennes, lancée le 16 décembre 1944. Bastogne est une ville où convergent de nombreuses routes, et est donc d'une importance stratégique pour la logistique de la région. Le général Macauliffe envoie tout le monde sans attendre les absents, encore en permission, et le 501e régiment est placé en tête de colonne. Le régiment atteint Bastogne le 17 décembre à 22h30, et à minuit, c'est le premier régiment à être opérationnel pour le combat. Les combats s'engagent alors qu'Ewell et ses hommes se déplacèrent pour prendre un carrefour clé au-delà de Longvilly. C'est au niveau de Nef, à quelques kilomètres à l'est de Bastogne, que le régiment se retrouva bloqué. Les hommes restèrent en défense sans perdre du terrain pendant tout le siège, ruinant le calendrier d'Hitler. La 100e division aéroportée reçut une nouvelle Presidential Unit Citation pour sa résistance à Bastogne, malgré l'absence de renforts et d'équipements divers sérieux. Une fois de plus, le 501e régiment subit de lourdes pertes, avec 580 tués, blessés ou disparus. Le colonel Ewell est gravement blessé et cède le commandement au lieutenant-colonel Robert Ballard, qui commandait le 2e bataillon depuis le début. Le régiment suit l'avancée de la division, mais les combats qui suivent relèvent de la promenade de santé après les épreuves de Bastogne. Quelques escarmouches en Alsace avant de pénétrer en Allemagne et de se diriger vers la Bavière. Mais rapidement, après le 8 mai 1145, le régiment doit retourner en France pour reprendre l'entraînement en vue d'un déploiement au Japon. Mais les hommes trouvaient qu'ils en avaient assez fait et que le Japon n'était pas leur guerre. C'est ainsi que le 20 août 1145, le régiment est dissous avant la désactivation de la 101e division aéroportée en novembre 1145. Les parachutistes américains se sont plaints lors de la campagne de Normandie à cause des uniformes et des équipements qui étaient peu adaptés au terrain. En effet, la tenue de saut M42 n'était pas très pratique, ses poches de veste étant assez petites et la toile de l'uniforme étant très fine. Parfait pour l'été, mais pas prévu pour l'automne, encore moins pour l'hiver. Dans les nouveautés, nous avions également certains équipements qui ont pu être perçus en Livdrap 7 lorsque le Livdrap 3 était légion lors de la campagne de Normandie. Les anciens de Normandie ont pu garder certains équipements ou en percevoir de nouveaux. Tout était une question de choix. Réalisé à partir d'août 1143 et distribué après la Normandie durant l'été 44, le pantalon M43 connut une modification spécifique pour les parachutistes. Des poches en toile de tente ont été ajoutées sur les cuisses. Des sangles en toile sont également cousues sur l'intérieur des cuisses, appelées des leg ties, pour plaquer la poche contre la cuisse et ainsi faciliter le mouvement de la jambe. Des pattes de serrage sont disposées à la taille et sur le bas des manches pour permettre un bon ajustement, évolution faite par rapport au pantalon M42 précédent, plus rudimentaire. La toile est également plus épaisse, le rendant plus solide. Il pouvait être porté par-dessus un pantalon moutarde, non porté ici. Dans les poches de son pantalon, notre lieutenant porte, entre autres, des pains de TNT, ici des reproductions en résine, et des rations K, destinées à faire tenir le soldat pendant quelques jours. Développés un peu après le pantalon, en novembre 43, les Buckle Boots arrivèrent sur le front européen pour l'été 44 également. Les Buckle Boots M43 venaient remplacer les brodequins, plus guêtres de l'infanterie, ainsi que les corcoranes. Cependant, de nombreux paras ont tenu à garder leurs bottes de saut, signe distinctif des parachutistes. Il s'agit en fait de brodequins à jambières, la patte en cuir à double boucle remplaçant finalement les guêtres, permettant d'imperméabiliser la chaussure et réduisant considérablement le temps qu'il fallait pour les chausser, que ce soit avec les bottes de saut ou les guêtres plus brodequins. La semelle reste en caoutchouc et pouvait être changée par les cordonniers de l'armée en cas d'usure. Petit conseil lorsque vous recevez vos M43, mettez du cirage et de la teinture couleur marron foncé, la couleur de base étant beaucoup trop claire et trop flashy.
Réalisé en même temps que la chemise et le pantalon moutarde pour la troupe, la chemise moutarde M37 officier était mieux travaillée que les modèles pour la troupe, car de confection tailleur. Pour rappel, les pièces d'uniforme spécialement conçues pour les officiers étaient achetées par l'officier et non en dotation gratuite. La chemise a des pattes d'épaule et des poches plus travaillées sur la poitrine. Sous la chemise, on retrouve une paire de dog tags permettant d'identifier le soldat ou ce qu'il en restait s'il venait à mourir. Seule la partie courte était prélevée, le collier long restant sur le buste du cadavre. Les insignes portés par notre officier pouvaient l'être même au combat, contrairement à la troupe qui avait des chemises sans insigne. Un grade de First Lieutenant est porté sur le col gauche de la chemise et l'insigne d'officier dans l'infanterie sur le col droit. Réalisée en même temps que le pantalon, la veste M43 a été distribuée sans distinction ni modification à l'infanterie comme aux troupes aéroportées ou aux blindés. Elle comporte 4 grandes poches sur l'avant, suffisamment grandes pour contenir des rations, c'était même prévu pour. Elle se ferme grâce à des boutons, le zip des blousons M41 et veste M42 ayant été abandonnés par économie. Elle comporte un lacet de serrage à l'intérieur, au niveau de la ceinture, pour cintrer la veste. Et les manches ont 2 boutons pour 2 serrages différents. Sur le bras droit, on pouvait avoir 3 options pour Market Garden et la 101e Airborne. Un brassard plastifié, comme ici, maintenu avec des épingles de sûreté. Un drapeau cousu à même la manche, du même modèle que celui de la 82e Airborne, ou rien du tout. Sur la manche gauche, on retrouve l'insigne des Screaming Eagles. Dans une poche de la veste, on retrouve une ration K, reproduction de grande qualité de chez 10-in-1 Reproduction. Elle est complète et entièrement comestible. Il existe 2 modèles de boîte. Ici, c'est un deuxième modèle, reconnaissable à sa couleur, alors que les premiers modèles, présents dans la poche cargo du pantalon, étaient imprimés en noir sur le carton. Seul le texte permettait de le différencier, ce qui pouvait énerver la logistique, 3 types de rations étant disponibles, breakfast, dinner et super. Pour la tenue du service en Europe, les hommes portaient un garrison cap, ou bonnet de police. Il est spécifique pour les officiers avec une couleur chocolat et un liseré noir et doré entrelacé. Sur le flanc, on a un insigne des parachutistes et gliders. Sur l'autre, on a le grade, ici First Lieutenant. C'est à l'été 42 que le casque M2 est fabriqué, faisant une variante majeure du casque M1. Il se différencie du M1 avec la forme de ses pattes de fixation pour les jugulaires, qui est en 2001. Le casque M2 était utilisé conjointement avec le M1C pendant la campagne de Normandie, puis de Hollande. Le M1C était un modèle infanterie à pattes fixes, converti en version para. Les casques de la 101e avaient de nombreux marquages, permettant d'identifier le régiment et le bataillon. Ici l'insigne du 501, le losange avec un tic à l'avant pour le premier bataillon. À l'arrière, la barre verticale spécifique des officiers, et le grade se retrouve à l'avant. Par-dessus, un filet moyenne maille vient limiter les reflets. Le sous-casque ou liner est différent du modèle infanterie. Il dispose de boutons pression sur les côtés pour le solidariser avec le casque lourd, et a une mentonnière pour sécuriser le casque sur la tête pendant le saut. Sur la Buckle Boots, une vieille habitude depuis le débarquement, un couteau USM3 glissé dans un fourreau USM8, avec par-dessus le Parachute First Aid Kit Packet. Les couteaux USM3 étaient distribués à tous les personnels qui n'avaient pas de baïonnette, idéal pour couper les sangles du parachute en cas d'atterrissage dans un arbre. Le First Aid Kit Para, ici du deuxième type, venait en plus du First Aid Kit classique, et contenait un garrot, un pansement et une sirette de morphine. Lors du débarquement en Normandie, les parachutistes ont perçu des gants de cavalerie. La tradition perdure aussi en Hollande, les gants étant bien pratiques lors du saut en parachute. Il y a une boucle de serrage sur la paume de la main et les paras avaient comme habitude de retrousser les bords. Les officiers n'avaient pas énormément d'équipement sur leur ceinturon pour pouvoir transporter d'autres éléments en bandoulière. Et plus les officiers étaient gradés, moins ils avaient d'équipement, les subordonnés étant là pour les alléger. L'ensemble est porté par un ceinturon M36 qui dispose d'œillets pour y accrocher nombre d'équipements adaptés. Sur l'avant, un autre First Aid Kit contenant un bandage, glissé dans une pochette M1124. Sur le flanc, un holster en cuir M1116 permet de contenir le Colt 1911 A1. Pistolet réglementaire dans toute l'armée US depuis sa dernière version en 1926. Il a un chargeur qui peut contenir 7 cartouches de 11,43, 45 ACP, plus une dans la chambre. Son calibre important lui donne un grand recul et sa portée pratique était de 50 mètres. C'est ici une réplique d'Airsoft de chez AW Custom, distribué par Cybergun, et vous pourrez retrouver le lien de la revue complète en description. Sur l'arrière gauche, une gourde M42 glissée dans un quart en fer, lui-même glissé dans une housse M841 de type cavalerie, renforcée sur la fixation du crochet et réutilisée par les parachutistes. Notre officier doit pouvoir s'orienter, c'est pour cela qu'il y a une pochette spéciale, qui peut être imperméabilisée à l'imprégnite. À l'intérieur, une boussole de gousset, modèle low cost de l'armée US. Sur l'avant, un porte-chargeur modèle 1118 pour contenir 2 chargeurs de Colt 1911. Il est fixé au ceinturon par un bouton pression mâle, la femelle étant à la base du ceinturon.
Pour soutenir tout ça, un breulage M36 vient s'accrocher sur le dessus du ceinturon M36. Cet équipement était en option en fonction du poids à transporter. Il a des renforts en feutre pour protéger à un minimum les épaules lorsque le breulage est particulièrement chargé. Sur un des anneaux, une grenade MK2, ici en impression 3D, plus pratique à transporter qu'une vraie qui fait 600 grammes. Originellement destinée aux officiers, la musette M36 a été démocratisée chez les parachutistes pour éviter de sauter avec le havre-sac réglementaire. Elle permet de contenir au choix d'échanges, des affaires de toilette, des rations, des munitions supplémentaires, et sur la poche extérieure, on retrouve une lampe TL-122B, lampe coudée très utilisée par les Yankees pendant la Seconde Guerre. Pour observer où sont ces hommes, les officiers percevaient des jumelles, ici de modèle M3, glissées dans un étui en cuir M17. L'étui peut se porter au ceinturon ou en bandoulière. L'étui étant original, je préfère porter en bandoulière pour ne pas endommager la fixation ceinturon qui est un peu fatiguée. Les jumelles M3 étaient le premier modèle fabriqué, qui donna ensuite les jumelles M13 et M13A1. Les lentilles sont réglables des deux côtés et il y a une graduation pour mémoriser le réglage. La sangle en cuir peut être trop longue, d'où la présence d'un nœud pour éviter que les jumelles n'arrivent au niveau du ventre. D'abord utilisée en Normandie, la pochette étanche M7 a été réutilisée en Hollande en septembre 1944 pour contenir à nouveau le masque anti-gaz M5. La housse est caoutchoutée et roulée puis verrouillée avec des boutons pression pour protéger le contenu. Les soldats pouvaient s'en débarrasser après le saut, mais nombreux furent ceux qui le gardaient, ne serait-ce que pour avoir une pochette étanche en cas de grande pluie, voire d'immersion. Pour transporter les chargeurs de sa Grease Gun, notre officier utilise le sac initialement destiné à transporter les chargeurs de Thompson. Le sac permet de contenir 6 chargeurs de Thompson, mais seulement 4 ou 5 chargeurs de Grease Gun, ceux-ci étant plus volumineux. Le porte-chargeur de Grease Gun ne serait apparu qu'à la fin de la guerre, privilégiez donc ce modèle pour être sûr de ne pas commettre d'anachronisme. Distribué à de nombreux cadres de l'armée US, le porte-carte M838 permettait de transporter tous les documents papier à protéger, comme du courrier et évidemment des cartes glissées dans des rhodoïdes pour les protéger, et écrire sur le plastique au crayon gras pour garder les marquages. Des emplacements pour des crayons sont placés sur l'avant. On peut aussi retrouver des règles, des gommes, des carnets, un affûteur à crayon, etc. Le porte-carte a une sangle assez courte et ne peut être porté qu'en bandoulière, donc il n'était pas très pratique à transporter. C'est qu'en 1943 que le M3 est déployé sur les troupes de seconde ligne, l'artillerie et les blindés, pour remplacer la carabine M1 et la Thompson, très appréciée mais très coûteuse à fabriquer, du fait de ses parties bois. L'arme est assez mal reçue par les troupes, celles-ci ayant eu l'habitude d'armes travaillées. En comparaison, la tôle emboutie peut faire tâche, d'où le M3 Grease Gun en surnom. Mais finalement les hommes s'y habituent, appréciant sa petite taille et sa légèreté par rapport à la Thompson. Le baptême du feu de la Grease Gun fut la Normandie, chez les paras et les Rangers. Elle fait 3,7 kg à vide et a une cadence de 450 coups par minute. Elle a des chargeurs de 30 coups de 45 ACP ou 11,43. Le modèle M3A1 est venu remplacer le modèle M3 à partir de décembre 1944, avec quelques améliorations. Ce modèle M3A1 apparaît donc sur le front européen à la toute fin de la guerre, et sur le front Pacifique. Le modèle M3 est reconnaissable de loin avec sa petite fenêtre d'éjection et son levier d'armement sur le côté droit de l'arme. Il n'y a pas eu de bretelle spécifique fabriquée pour la Grease Gun, c'est donc la bretelle de la carabine M1 qui a été reprise, la longueur étant à peu près similaire. C'est ici une réplique de chez Denix, retravaillée par mes soins, dont vous pourrez retrouver le lien de la review en description. Certains officiers portaient des grades également sur les épaulettes de la veste M43, c'était assez courant, surtout à l'arrière. En effet, il fallait éviter les insignes métalliques sur le front qui pouvaient attirer l'attention et les reflets pour les tireurs embusqués. Les grades tissés pouvaient aussi être utilisés, mais là aussi les photos ont plutôt tendance à montrer des officiers qui en portaient, mais pas au front. La position des équipements sur le ceinturon n'est pas réglementée, mais petit conseil, mettez la gourde et le pistolet en symétrie par rapport à votre centre. Ainsi, le poids de la gourde vient équilibrer le poids du Colt 1111A1 qui pèse plus d'1 kg. Porter ces deux équipements du même côté déstabiliserait totalement le port du ceinturon. Attention aux reproductions cheap de lampe TL122, il ne faut pas qu'il y ait le pas de vis sur le filtre, qui est apparu sur le modèle TL122D après-guerre. Né le 2 septembre 1917 dans l'Illinois, notre homme est issu d'une mère américaine et d'un père bulgare. Notre homme s'engage dans l'armée le 14 juillet 1942, après avoir fait 4 années d'études. Il fut volontaire pour rejoindre les troupes aéroportées, pouvant ainsi faire la fierté de ses parents et de ses 2 frères et 5 sœurs. Il était l'aîné de la famille en plus, devant montrer l'exemple patriotique. Il commence homme du rang à l'entraînement et est intégré dans le 502e régiment de parachutistes dans la 100e Airborne. Il gravit rapidement les échelons et devient sous-officier quelques mois plus tard, pour finalement devenir sous-lieutenant en 1944, une fois la division arrivée en Angleterre pour préparer l'opération Neptune.
Il est réaffecté au 501e régiment, dans le 1er bataillon, compagnie B, juste avant janvier 1944, et participe au débarquement, où il a sauté à quelques kilomètres de Saint-Côme-du-Mont. Il se retrouve avec des hommes du 2e bataillon, la désorganisation étant totale, sous les ordres du lieutenant-colonel Robert Ballard, commandant du 2e bataillon, et ils sont bloqués par un point de défense allemand à 500 mètres de leur objectif. Le groupe de 250 hommes reste bloqué pendant 48 heures, des Fallschirmjäger du 6e régiment étant arrivés en renfort à Saint-Côme-du-Mont depuis 40 ans. Les canons des navires au large d'Utah Beach tentent de faire bouger la situation, mais en vain. Notre jeune officier, armé de sa Thompson, se retrouve encerclé sur sa position de défense avec quelques hommes, mais ils finissent finalement par rejoindre le groupe, au prix de quelques chargeurs tirés pour du tir de couverture. Le 506e régiment, dirigé par le colonel Sink, vient en renfort pour tenter de prendre la ville en passant par le nord, pendant que le reste, dont notre homme, attaque par l'est et le sud-est. Peu après 2 heures, le 7 juin, quelques hommes arrivent à rentrer dans la ville, mais se font prendre en embuscade. 5 morts sont à déplorer. Un M3 Stuart se fait détruire au Panzerfaust, juste à côté de notre sous-lieutenant, et seul le chef de char a pu s'extraire et survivre. Les autres tankistes n'ont pas eu cette chance, et un cadavre est même resté pendant plusieurs jours sur la tourelle du blindé. Le carrefour où le M3 a été détruit a ensuite été surnommé Deadsman Corner. C'est le 8 juin à 16h que les para-US ont finalement pu prendre la ville, après le retrait des troupes allemandes qui se sont repliées sur 40 ans. Notre sous-lieutenant peut finalement retrouver les hommes de son bataillon avant l'attaque sur 40 ans. Un éclat d'obus de mortier blesse notre sous-lieutenant à la hanche et il est rapidement pris en charge, puis évacué. Il retourne en Angleterre avec son régiment à la mi-juillet 1944 et peut réintégrer les rangs pour la préparation de l'opération Market Garden. Pour ses brillants états de service en Normandie, il reçoit la Bronze Star ainsi que la Purple Heart pour sa blessure. Il passe également First Lieutenant ou lieutenant et il en profite pour troquer son ancienne Thompson par une Grisgun M3, plus pratique à utiliser pour du saut en parachute et pour les bâtiments. Le parachutage du 501e régiment se fait sans accroc à l'ouest de Wegel le 17 septembre 1944. Dans la foulée, le 1er bataillon, dirigé par le lieutenant-colonel Harry Kinard, atteint Wegel et s'empare des ponts comme prévu. L'accueil par la population est chaleureuse, mais reste tout de même discret, la présence de soldats américains dans la ville pouvant potentiellement déclencher des représailles ensuite si les Allemands venaient contre-attaquer. Ce qu'ils firent très vite et attaquent avec des brigades blindées. Les Britanniques viennent en soutien aux parachutistes avec les blindés du 30e corps, mais au prix de lourdes pertes. Le régiment participe ensuite à diverses escarmouches, tantôt faisant des percées et des prisonniers, tantôt en devant reculer sur leur position. L'idée générale reste de garder un couloir sud-nord ouvert pour que les Britanniques atteignent Arnhem. De très nombreuses pertes sont à déplorer autour de notre lieutenant qui se retrouve de nombreuses fois encerclé avec son groupe. Il échappe de peu à la mort le 24 septembre 1944 lors d'une contre-offensive menée par le 6e régiment de Fallschirmjäger, le même que rencontré en Normandie où il se retrouve prisonnier, aligné contre un arbre, mais libéré in extremis par un half-track US qui s'était perdu. 2 jours plus tard, son régiment à lui sont démobilisés et renvoyés en France pour repos. Il en profite pour partir en permission à Paris, ville qu'il n'a jamais eu l'occasion de visiter. Il prend ses 3 semaines de permission et loupe le début de la contre-offensive des Ardennes. Il ne participe donc pas au siège de Bastogne, vu que les renforts ont été bloqués, et est temporairement rattaché à la 4e division blindée dans la 3e armée du général Patton, dans l'espoir de briser l'encerclement de Bastogne et de retrouver ses camarades. Ce qui a pu être fait le 26 décembre, soit 9 jours après le début de l'engagement du régiment. Il participe à quelques échauffourées en Alsace, et on lui propose le grade de capitaine, mais il refuse, ne se sentant pas légitime après avoir raté le siège de Bastogne. Sa cohésion avec les hommes est par ailleurs abîmée, car il était en permission pendant que ses camarades mouraient et gelaient. Il finit par être blessé en Allemagne lors d'une embuscade menée par des Hitlerjugend, suffisamment gravement pour pouvoir ensuite rentrer chez lui avec les points accumulés pendant toute la campagne. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore mes partenaires Rigger Shop & Co et Parabellum Shop pour leur aide. Vous pourrez retrouver leur boutique dans la description de cette vidéo. Et si vous aussi vous voulez me soutenir, vu que mes vidéos sont de moins en moins monétisées, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee ou en devenant souscripteur de ma page YouTube. Je vous remercierai à grands coups d'avant-première. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Idéal pour couper. Ta gueule, imprimante.